Merci d'être venu dans cette salle. Ce matin, il y a 3 conférences SEO en même temps, donc c'est un petit exploit cette année. L'année dernière, il y en avait beaucoup moins. Donc merci d'avoir choisi cette salle-ci, ou cette salle-là. L'idée aujourd'hui, c'est de vous parler de refonte. Donc je ne vais pas vous faire un panorama SEO global. Voilà, donc c'est un axe un peu particulier. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des projets de refonte concrets dans la salle, j'espère? Ok, normalement, on devrait adresser vos problématiques assez précisément. Quelques slides pour présenter Cybercité. Donc moi je suis Alban Renard, je suis le responsable du pôle SEO, donc pour Search Engine Optimization, pour ceux qui ne savent pas, optimisation pour les moteurs de recherche. Commençons par là. Cybercité, on a eu 20 ans en 2019, donc c'est une agence lyonnaise à la base. On a 6 agences un peu partout en France, Rennes, Nantes, Chambéry, Nice, Paris. On a 130 experts aujourd'hui dans notre staff. Nos métiers, c'est historiquement le SEO, l'acquisition de trafic, sur les différents leviers. On fait également tout ce qui concerne les stratégies SIA, payant, stratégie média. On est également de plus en plus présent sur la partie optimisation de la conversion, Google Analytics, plan de marquage, et également sur la partie social media avec notre filiale qui s'appelle Onlyso, qui est très présente ici aujourd'hui. Quelques-uns de nos clients, on travaille avec beaucoup de monde, de la belle PME au grand compte. Voilà, il y a des entreprises à taille humaine là-dedans, enfin pas dans cette liste-là en l'occurrence, mais voilà, on travaille un peu sur tous les sujets. On a des clients dans à peu près tous les secteurs d'activité. Les grandes tendances, ça reste quand même le e-commerce, le e-tourisme, et également tout ce qui est B2C institutionnel. Donc là, vous pouvez voir quelques exemples. Si vous avez des projets particuliers, n'hésitez pas à venir nous en parler. On pourra vous donner d'autres références, bien entendu. Le sujet d'aujourd'hui, ça va être la refonte. Néanmoins, on est quand même obligé, avant de parler de ça, de parler du contexte SEO de 2019 à 2020. Je vais faire ça assez rapidement. Encore une fois, il y a d'autres conférenciers sur le sujet et l'idée, c'est pas de faire un panorama. Mais enfin, en 5 slides, on devrait quand même pouvoir balayer certaines choses, notamment la logique du cheval de Troie de Google. Aujourd'hui, Google, ça se présente comme ça, globalement. Alors, je vous donne un exemple de SERP, donc de page de résultats de recherche, avec du naturel, de l'organique, donc la partie en vert, du payant, la partie en rouge, et une partie un peu bizarre, on va dire, qui est la partie jaune, la recherche universelle et les différents services de Google. Ça, c'est en gros la couverture de visibilité sur 3 écrans au scroll, aujourd'hui, en 2019-2020, sur une requête très générique. Alors évidemment, il y a plein de versions de tout ça. L'idée, c'est de se dire que en 2019, en 2020, les basiques du SEO qu'on voit depuis 10, depuis 15 ans pour certains, sont globalement les mêmes. L'algo de Google, il n'a pas fondamentalement changé sur les basiques. Les logiques d'architecture technique et de fiabilité d'indexation fonctionnent toujours et sont indispensables de plus en plus. Le contenu, c'est toujours le cœur du SEO. Et évidemment, le cœur de l'algo, ça reste le PageRank, donc la logique d'algorithme de classement de page qui est basée sur des notions de popularité, c'est-à-dire en gros les liens qui pointent d'autres sites vers le vôtre. Donc je fais très schématique et très simplifié, mais globalement, ça fonctionne comme ça. C'est censé, à partir des différentes stratégies que vous allez mettre en place, vous apporter du positionnement sur Google, de la visibilité, et évidemment, en conséquence, de l'audience, du trafic le plus qualifié possible, et in fine du business. Alors la grosse innovation de Google sur ces 5 dernières années, on va dire, en gros depuis 2015, c'est la logique de compréhension de l'intention de l'internaute avec les algorithmes de deep learning, de machine learning, d'intelligence artificielle. Chez Google, ça s'appelle RankBrain. Donc en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Google utilise ses propres KPI, donc tout ce qui se passe sur son moteur, pour traquer votre activité et pour savoir finalement quels sont les sites qui vous satisfont le plus. Cet algo de deep learning, c'est une surcouche, c'est-à-dire que ce que je vous présentais juste avant sur le triptyque du SEO habituel, encore une fois, fonctionne toujours, mais par la suite, Google va potentiellement réajuster ses classements en fonction de vos comportements, ce qui implique qu'en tant que SEO, on doit de plus en plus travailler sur l'expérience utilisateur. Donc on a tendance à parler de SXO, donc Search Experience Optimization. Voilà, c'est un peu les dernières tendances du métier qui font qu'on va prendre en compte des stratégies personnalisées pour finalement chacun des sites sur lesquels on va travailler. Une recette qui fonctionne sur un site peut ne pas fonctionner du tout sur un autre. En fonction de la thématique, on va avoir des résultats différents. La logique derrière tout ça, c'est que Google a muté ces dernières années, est passé d'une logique de moteur de recherche à moteur de réponse. Ça, c'est l'étape 1 de leur com.
Voilà, depuis des années, ils parlent de ça. La deuxième étape, finalement, c'est de devenir ce fameux assistant personnel. Google est votre meilleur ami, répond à toutes vos questions et dans certains cas, les anticipe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les dernières tendances de Google, c'est d'arriver à anticiper sans même que vous ayez fait la moindre requête ce qui va vous intéresser à un moment donné pour vous proposer spontanément des contenus associés. Voilà, il propose des collections, des parcours de navigation internes à son moteur. Le résultat de tout ça, c'est qu'aujourd'hui, il y a une gabelle. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est une taxe sur le sel, une taxe royale. En gros, sur les 100% de requêtes qui sont faites sur Google aujourd'hui, la gabelle de Google, on peut dire qu'elle se monte à 55%. Ça, c'est des chiffres du premier trimestre 2019 sur mobile et sur desktop. Le gros chiffre qui va avec, c'est entre 2016 et 2018, sur la partie mobile, on a perdu 20% de clics qui ont disparu, qui n'ont pas été répercutés sur du trafic payant ou des choses comme ça, qui ont été répercutés sur des recherches sans clic. Google répond directement, vous posez une question, il vous répond, il a l'info, la météo, les définitions, les traductions, etc. etc. Et également, il va récupérer un certain volume de ces clics pour vous emmener vers ses sites à lui. Alors ces sites à lui, qu'est-ce que c'est? C'est Google Flights, c'est Google Shopping, c'est tous ces outils-là qui, pour l'internaute, sont finalement assez peu transparents, c'est-à-dire qu'on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui relève du payant, du gratuit. Les gens savent de moins en moins finalement déterminer lequel de leurs clics va générer des revenus acquis. Donc voilà, le périmètre aujourd'hui, c'est celui-là. Après, ce qu'il faut garder en tête, c'est que ça concerne quand même 3 milliards de requêtes par jour dans le monde, avec 15 à 20% de requêtes qui sont nouvelles chaque jour. Donc ça reste quand même des volumes qui sont indécents en termes de potentiel. Ça se restreint certes, mais aujourd'hui le canal SEO, ça reste quand même le canal le plus rentable et le plus héroïste à partir du moment où on fait les choses bien. Encore faut-il faire les choses bien. Et ça, on va en parler. Donc, ça c'est le périmètre global, c'est voilà, l'environnement du SEO, voilà dans quoi on se situe, c'est-à-dire dans un environnement de plus en plus concurrentiel, avec des gros concurrents, des grosses boîtes qui, il y a 5 ou 6 ans, finalement étaient assez peu présents. On avait beaucoup de pure players qui rankaient sur des mots-clés assez concurrentiels. Finalement, aujourd'hui, on a plein de grandes marques qui font du SEO plus ou moins bien, mais en tout cas qui sont un minimum conscientes de ce qu'il faut faire, qui ont entamé leur transition digitale, et du coup, la concurrence, elle se resserre. Donc dans ce contexte-là, la refonte, c'est un moment crucial. On parle souvent de moments sensibles, mais en fait, si vous voulez, le départ d'un projet de refonte, c'est le moment où on doit prendre un certain nombre de bonnes décisions. Parce que la refonte, c'est une mutation, et une mutation, ça peut être pour le mieux ou pour le moins bien. La transformation, ça va être soit le papillon qui sort de sa chrysalide, soit le fruit qui pourrit finalement. Et pourquoi finalement? Parce que pour Google, votre site, finalement, il le connaît déjà, il a déjà crawlé ses pages, il a déjà indexé les contenus, tout ça grâce à vous, vous lui donnez vos contenus à Google finalement. C'est pour ça que je parlais de cheval de Troie, c'est que vous lui autorisez à passer sur votre site, à utiliser votre bande passante, vous respectez ses guidelines, et lui finalement il vous prend 55% de gabelle. Ça, faut garder ça en tête, c'est cette logique de cheval de Troie. Aujourd'hui, Google a plus forcément besoin des éditeurs et de leur avis pour voler leur contenu. Donc Google, quand il vous connaît, ça va. Le jour où vous revenez vers lui et qu'il ne vous reconnaît pas, potentiellement, ça peut poser problème. Alors là, en l'occurrence, le chat, il est en plus moche qu'avant, mais parfois, il peut être plus beau et ça ne marche pas quand même, parce qu'il est tout simplement différent et que Google n'arrive pas à raccrocher les wagons. Alors une refonte, ça peut recouvrir plein de choses. On parle de refonte dans plein de cas différents. Je vous ai listé les plus fréquents et les plus dangereux. On peut parler de refonte quand on change son arborescence ou son organisation de contenu. On peut parler de refonte quand on va juste faire des modifications visuelles, changer certaines couleurs, changer certains menus, etc. Les cas qui sont les plus risqués, ou en tout cas qui sont systématiquement risqués, c'est les changements d'adresse, donc de nom de domaine ou d'URL, ou les deux. Les changements de techno, vous changez de CMS, vous changez de framework, vous changez tout un ensemble de choses techniques, donc qui ne se voient pas forcément. Et évidemment, les changements de fonctionnalité. Donc tout ça, c'est des zones d'alerte sur lesquelles le SEO doit être pris en compte, a fortiori les deux que j'ai listés sur la gauche, mais pour tous les cas, on va avoir des recos qui sont plus ou moins importantes et plus ou moins essentielles. Alors le cas, ce qu'il faut bien comprendre quand on parle de refonte, c'est que l'objectif prioritaire que nous on vous propose, c'est d'abord de maintenir l'existant. Ça peut paraître un peu petit bras ou peu ambitieux, mais en fait, on s'aperçoit que c'est rare finalement les sites qui refondent sans accompagnement SEO et qui arrivent à ça.
Ça veut dire que la valorisation qu'on va apporter en tant que consultant SEO, c'est déjà de s'assurer qu'on arrive, après le go live, à maintenir l'existant et à rester sur un niveau de performance qui soit équivalent dans un cadre de changement. Et pour tous ceux qui ont fait de la conduite du changement dans quelques domaines que ce soit, vous savez que c'est quand même un enjeu assez fort. Donc ça, c'est le cas de la refonte que j'appelle réussie, réellement. Le cas de la refonte ratée, il est assez simple, hein, c'est il y a un problème. Donc du coup, on va dire que généralement, ça a des conséquences qui peuvent aller de l'important au désastreux. Il faut savoir que dans ces cas de figure, et on verra des cas concrets tout à l'heure, hein, l'idée c'est que vous ayez quelques takeaways assez concrets de ce qui peut se passer, quand même, en bien et en mauvais. Hein, je ne vais pas que vous faire flipper et vous donner du catastrophisme, mais je vais aussi vous donner des pistes pour y arriver quand même. L'idée c'est de se dire que dans la plupart des cas où on n'a pas d'accompagnement SEO, ou en tout cas c'est pas pris en compte, on arrive à ce type de résultat. Et évidemment, il y a l'idéal, hein, la refonte idéale, où on arrive non seulement à maintenir, et puis dans un second temps, on va avoir de la progression en termes de performance. Alors moi, ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est de vous présenter une méthode qui est la nôtre, hein, celle qu'on applique pour tous nos clients qui nous font l'heureux bonheur de nous donner leur confiance. C'est une méthode en 10 points. Voilà, 10, il se trouve qu'il y en avait 10, avec une base qui est la collaboration tripartite. Donc je pars d'un scénario où on a en gros vous, nos clients, les annonceurs, Cybercité en tant que consultant SEO si possible, et des techs, donc que ce soit votre IT, votre agence de dev, sachant que ça peut regrouper plusieurs agences dans certains cas, une agence créa, une agence tech, etc. Donc on va synthétiser en disant l'agence. Sans cette collaboration tripartite à chaque instant avec une bonne communication, aucun de ces 10 points que je vais vous présenter ne peut fonctionner correctement. La première étape, elle peut paraître bête, elle aussi, c'est la logique de la réunion de kick-off, donc en gros la prise de brief. C'est quelque chose qu'on néglige bien trop souvent, et pourtant, à ce stade-là, finalement, il y a déjà tout un ensemble de choses qui se passent. Alors nous, en tant que consultant SEO, on n'a pas forcément tous les aspects stratégiques de votre prise de décision sur la refonte, on n'a pas forcément tous les éléments. Donc déjà, à ce stade-là, on va essayer de les collecter, savoir pourquoi on refond, dans quelle optique, quel périmètre, quel type de refonte finalement on va avoir à gérer. À ce stade-là, souvent, nous, on s'aperçoit qu'on est dès le départ rushé. C'est-à-dire que dès le départ, on va nous dire attention, il faut une réunion de kick-off la semaine prochaine, c'est hyper urgent, on démarre la refonte, il faut qu'on sorte dans 3 mois, etc. Donc, généralement, les premières erreurs, elles arrivent à ce moment-là. C'est-à-dire que dès le départ, souvent, on a une date de sortie qui est complètement irréaliste et qui est verrouillée par des aspects business, des aspects de calendrier qui ne nous concernent pas finalement. Mais nous, notre rôle, c'est de vous alerter. C'est de vous dire attention, sortir un site où vous refondez le CMS, le template, l'arbo, la créa, le contenu, etc. Si vous voulez sortir au 31 mars, très bien, mais de quelle année? Parce que 2020, c'est déjà mort, c'est fini, oublié. Alors après, évidemment, vous allez mettre la pression à votre agence de dev, qui va répondre avec une promesse qui va être oui, bien sûr, c'est possible, on sous-traitera au Maroc, c'est pas grave. Ils vous le disent pas, mais en tout cas, c'est ce qui va se passer. Donc, dans l'absolu, nous, on va être des leveurs d'alerte finalement à quasiment toutes les étapes. Et dès le départ, on va vous dire voilà ce qu'il va falloir prévoir. Donc on va définir les rôles, qui fait quoi, quand, à quel moment, quels seront les différentes étapes. Moi, je vais vous en présenter un certain nombre, mais parfois elles peuvent changer, elles peuvent être dans un ordre différent. Peu importe, mais en général, il faut les faire. Donc à ce stade-là, finalement, on a juste besoin d'un vrai cahier des charges, d'une discussion transparente, de la présence de tous les acteurs. Parce que parfois, le fait de rusher la réunion, ça fait qu'il y a tel chef de projet qui n'est pas dispo, qui n'est pas là. Donc finalement, la personne qui va gérer la refonte derrière, elle n'a pas pu être là. Donc attention à ces notions. Et attention à un point assez essentiel aussi, c'est que généralement, à la fin de ces réunions, où on s'est dit plein de choses, la personne prend le lead, personne fait de compte-rendu, écrit, pour pouvoir verrouiller tout un ensemble de choses qui vont poser problème 3, 4, 6, 10 mois après. Ça peut paraître basique, et pourtant, c'est des notions de gestion de projet qui sont élémentaires et qui permettent d'éviter plein de problématiques qu'on va voir juste après. La deuxième étape d'un point de vue SEO, encore une fois, c'est d'aller faire les audits et de déterminer la stratégie. Alors ça, c'est une étape qui, souvent, est finalement complètement zappée. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'en préoccuper tout de suite et on va partir sur une logique de on va refondre et puis après, on fera une strat. Sauf que la stratégie, elle va déterminer tout un ensemble de choses. Déjà, on va analyser la concurrence, qu'est-ce qu'ils mettent en place pour sortir sur Google, quels sont les types de résultats que Google renvoie en face, quelles sont les parts de marché finalement. Toutes ces notions-là, nous, on va en avoir besoin pour vous aider dans la construction de votre strat, de votre arbo, de votre stratégie de contenu, etc. Plus on a d'informations à ce stade-là et plus on peut avoir le temps d'en prendre finalement
plus on va pouvoir, dans un second temps, arriver sur une refonte idéale où on aura de la performance en second temps ou premier temps prime, on va dire. Donc dans l'audit, qu'est-ce que ça recoupe ? Alors bon, là en l'occurrence, ce sont des screenshots de nos outils qui sont des outils d'analyse de SERP, donc d'analyse de pages de résultats de Google, dans lesquels on va aller voir votre secteur d'activité, les différents mots-clés qui sont concernés, où est-ce que vous vous situez, où se situent vos concurrents, quels sont les éléments que Google va renvoyer, est-ce que c'est plutôt de l'image, de la Google Maps, est-ce que ça va être de la news, enfin bref, tous ces éléments-là, on va avoir des couvertures de visibilité pour savoir quel est le marché finalement. C'est ce qu'on appelle de la serpologie. Donc, quel contenu et quelle fonctionnalité Google va mettre en valeur, encore une fois, dans cette logique d'intelligence artificielle. On sait que si on ne satisfait pas non seulement l'intention de l'utilisateur, mais en plus l'intention de sa recherche, qui peut être multiple, un internaute qui a envie d'acheter une machine à laver, il va potentiellement faire 1, 2, 3, 10 requêtes différentes sur Google avant d'arriver à son acte d'achat. Nous, on doit identifier ces différentes étapes, les classifier et savoir finalement quel type de contenu on va proposer à cet internaute en fonction de ces différentes étapes. On va également aller voir toutes les fonctionnalités de Google, donc ce qu'on appelle les instant answers, donc par exemple la position 0 qu'on voit souvent en top résultat. On va aller voir les people also ask, les différents éléments que Google propose pour désambiguiser certaines requêtes. C'est-à-dire qu'une requête, parfois, elle a plusieurs sens, et Google va vous proposer des éléments qui vous permettent d'affiner vos requêtes, soit en vous suggérant des requêtes connexes, soit en vous proposant une navigation interne à son moteur. Tout ça, on doit l'analyser, savoir ce que Google propose pour aller mettre en place des stratégies de contenu qui soient percutantes et efficaces. Une fois que cette stratégie elle est posée, on a déjà un certain nombre de bases. Et généralement, la première étape, en tout cas nous qu'on recommande et qui se fait généralement, parfois elle a même été faite, en tout cas en partie, préalablement à l'appel d'offres de la création du nouveau site, c'est sur la partie arborescence. Alors, j'ai mis une slide sur la jungle, c'est parce que finalement, l'enjeu de tout ça, c'est comment Google va arriver à crawler vos contenus les plus importants, à les indexer et à les classifier de la bonne manière. Ça veut dire que votre organisation de l'information, elle doit être en adéquation avec votre stratégie, bien entendu, et surtout lisible d'un point de vue technique pour Google, pour éviter ça. Donc à ce stade-là, nous, on a besoin de cartographier l'intégralité de vos contenus, de cartographier, je ne vais pas y arriver aujourd'hui, on va également cartographier l'intégralité des risques afférents à ces différents contenus, parce qu'en fonction des contenus que vous allez avoir des niveaux de performance en face. Donc il faut savoir finalement quels sont les risques dans votre logique, parce que votre logique, souvent, je ne vous fais pas de procès d'intention, mais c'est juste des trucs que j'ai vus 1 million de fois. Généralement, ça va être la rationalisation. On profite souvent d'une refonte pour se dire voilà, il y a plein de contenus, on en a trop, ils servent à rien, on va en supprimer toute une partie ou les modifier, les revoir, etc., les réorganiser. Donc c'est vraiment l'occasion qui fait le larron, comme on dit. Et à ce stade-là, nous, on va vous faire des analyses de risque. On va vous dire ok, très bien, si on supprime telle partie, finalement, qu'est-ce qui se passe ? Donc on va parler finalement de cohérence, de wording, d'analyse de vos top contenus, de vos moins bons contenus, qui peuvent tous jouer un rôle. Alors, je vous donne un petit exemple, ça c'est sur un site réel sur lequel on a pu travailler il y a quelques années, mais le cas fonctionne toujours, parce que c'est un cas de suppression massive finalement. Là on est dans un site finalement qui présente des recettes, des conseils pratiques, des produits, donc c'est un site multi-intent on va dire, multi-intention, avec notamment des pages conseils qui sont stockées dans une catégorie conseils pratiques. Le client nous dit, voilà, toute cette partie conseil, je veux la supprimer. Je veux supprimer le niveau 1 d'information, le niveau 2. Je veux récupérer que le niveau 3 et je veux l'intégrer sur un niveau 4 dans des fiches recettes. Ok, très bien. Nous, le réflexe qu'on a tout de suite, c'est d'aller faire cette analyse de risque et de vous dire, aujourd'hui, ces pages-là, telles quelles, elles représentent 19% de votre audience. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où on y touche, on met ces 19% en jeu. Et on n'est pas sûr de pouvoir les retrouver. On n'a pas la science infuse. Google, ça reste une black box, j'allais dire une boîte noire en français. Donc, il y a une situation de risque sur ces contenus-là. Donc, ça veut dire qu'à partir du moment où vous faites une modification majeure en termes de niveau d'information, niveau d'arborescence, vous prenez le risque de les perdre. Si vous acceptez ça, très bien. Mais par contre, il faudra le savoir, il faudra se le noter. Donc, on perd des pages, on perd un certain volume, parce que les contenus ne sont pas retranscrits sur des nouvelles pages, mais ils sont intégrés dans des pages existantes. Donc, on perd de la volumétrie de contenu assez massivement. Et en plus, on va perdre le maillage interne qui va avec. C'est-à-dire que ces pages conseils, avant, elles faisaient des liens vers des fiches recettes. Donc, tout ce maillage interne, tout ce flux de liens qui est présent sur votre site va disparaître quelque part. Donc,
on peut anticiper le fait qu'il y aura une perte d'audience par rapport à ça. Et ça, c'est des analyses de risque. L'histoire ne dit pas si on a réussi à garder ce trafic. En l'occurrence, c'est oui, mais parce qu'il y a eu beaucoup d'itérations sur ce process de décision et qu'on est arrivé à un compromis efficace. L'étape suivante, c'est une étape qui généralement provient de l'agence de dev ou l'IT parfois. On va avoir un document, souvent, un livrable qui s'appelle le cahier de spécification fonctionnelle. Donc le cahier de spécification fonctionnelle, finalement, c'est un document qui prévoit tout ce qui va être fait. Ce n'est pas vraiment un cahier des charges, c'est un peu plus précis puisqu'on va les détailler. Donc on a déjà choisi l'agence, on sait déjà grosso modo ce qu'on veut faire. Et à ce stade-là, on va déterminer toutes les fonctionnalités qui seront présentes sur le site. Un comparateur, une navigation à facettes, etc., etc. À ce stade-là, nous, ce qu'on demande, c'est d'avoir accès à ce document avant que vous le validiez. Avant que vous validiez la techno, parfois aussi. Dans certains cas, vous allez valider une techno, un CMS ou un framework, ou peu importe, qui va potentiellement ne pas être en adéquation avec vos objectifs stratégiques et du coup qui peut engendrer des problématiques SEO majeures qu'on peut vous dire, qu'on peut vous donner dès le départ finalement. Donc autant s'en parler avant validation pour éviter ce type de problème. Dans les spécifications fonctionnelles, on va avoir besoin, nous, de temps pour vous apporter un regard critique, encore une fois, un avis consultatif et détecter tout un ensemble de risques. Alors, généralement, les principaux fails qu'on voit à cette étape, c'est qu'on oublie de lister tout un ensemble de fonctionnalités qui viennent par itération après coup sur des demandes clients qui sont faites à l'agence, qui n'ont pas été chiffrées. Enfin bref, après je passe sur les problématiques financières. Mais en tout cas, mieux le document de spec fonctionnel est cadré, moins on a de mauvaises surprises au moment des développements. Je vous ai listé 4 principaux points qu'on peut voir dès cette étape, c'est-à-dire qu'à ce stade-là, encore une fois, on n'a rien vu, on n'a pas vu de maquette, on n'a pas de notion visuelle, on a juste une notion de voilà quel CMS on va utiliser en gros et toutes les fonctionnalités qu'on va mettre en place. Nous, à ce stade-là, on peut vous dire, voilà, attention, si vous avez tel type de contenu et que vous les organisez de telle manière, on va avoir une problématique de gestion du cycle de vie des pages, de pérennité, de systèmes de redirection automatique qui ne sont pas en place, etc. Donc tout un ensemble de fonctionnalités SEO qu'on va vous recommander de prévoir en partie back-office, si possible, avec une notion de configuration. On va également détecter des fonctionnalités qui peuvent générer ce qu'on appelle du dust. Donc le dust, c'est la duplication de contenu, pour simplifier. C'est pour duplicate URL same text. Donc en gros, des contenus identiques sur des URL différentes, en masse parfois. Donc ça, c'est tout ce qui est navigation à facettes, système de moteur de recherche interne, comparateur de prix. En gros, tout ce que l'utilisateur peut faire sur votre site et qui va bouger les URL, en tout cas les modifier. Et Google, tout ça, il va le suivre. C'est-à-dire qu'il va cliquer, enfin il ne va pas cliquer, mais en tout cas, il va suivre les différents liens qui vont être présents dans le code. Et ces pages-là, il va les indexer, parfois avec des boucles de redirection, avec des crawls infinis finalement, qui vont éclater la volumétrie de votre site de manière artificielle. Et puis il y a tout un ensemble de ces fonctionnalités qu'on va vouloir ne pas faire indexer, ne pas faire crawler à Google, et tout ça, il faut le prévoir dès le départ. Pour éviter, encore une fois, que les recommandations SEO vous engendrent un surcoût vis-à-vis de l'agence qui n'aura pas prévu cette partie-là. Et souvent, c'est le cas. Enfin, souvent, il ne prévoit pas ce type de choses. Dans les specs fonctionnels, parfois, la partie design est intégrée. C'est-à-dire que ça peut être parfois le même livrable. On va parler de wireframe et tout va être fait dans les wireframes, y compris la partie fonctionnelle. Là, j'ai volontairement séparé parce que les enjeux ne sont pas tout à fait les mêmes. Pour autant, c'est la même logique. C'est-à-dire que le design va potentiellement impacter le SEO. On va déjà pouvoir détecter un certain nombre de choses. Et à ce stade-là, c'est pareil. On va vous proposer un avis consultatif. Alors nous, on n'est pas UX designer. Par contre, on est quand même des utilisateurs avertis du web. On a déjà vu tout un ensemble de choses. Et on va, encore une fois, être des leveurs d'alerte. Alors parfois, il y a des compromis à faire parce qu'il y a des notions purement visuelles ou purement liées à l'expérience utilisateur. Par contre, nous, notre rôle en tant que tiers de confiance, on va dire, c'est d'une part de vous dire, attention, ça, vous partez du principe qu'en faisant un méga menu génial sur toutes les pages, ce sera mieux parce que vous l'avez vu ici, ici et là. Maintenant, si votre menu sans ça, il performe bien et que vous avez traqué les différents éléments, pourquoi le faire ? Il y a aussi cette logique de tracer vos KPI et de vous assurer que ce que vous mettez en place, ça fonctionne. Donc on va également vous faire des recos sur la partie analytique de votre design. Ce qui n'est pas toujours fait par les agences de créa, qui se concentrent un peu plus sur des logiques de mode. Alors, je ne veux pas encore une fois faire de procès d'intention, mais c'est des choses qu'on voit assez souvent. On voit souvent des décisions qui sont prises un peu en dépit du bon sens parce que la dernière techno à la mode qui excite les devs et les designers, c'est celle-ci, donc on va faire de l'Angular et on est sur un site de news avec plusieurs dizaines de millions de pages. Bon, ok, admettons, mais ça peut parfois poser quand même des gros problèmes SEO.
Et dans certains cas, les arbitrages qu'il va falloir faire, ils sont liés, pour nous en tout cas, à la performance in fine. Donc à ce stade-là, encore une fois, avant validation de votre part, nous, on demande à voir les maquettes, les wireframes, les zonings, etc., tous les éléments qu'on peut vous fournir, et on va vous faire des retours qui peuvent être divers et variés. Alors, je vous ai donné un exemple de page de listing produit toute simple et assez standard. Là, qu'est-ce qu'on va voir? Nous, on va vous dire, attention, votre H1, déjà, il faut que ce soit un H1, il faut qu'il soit paramétrable, il faut potentiellement faire des remontées dynamiques. Le nombre de produits, on peut le faire remonter dynamiquement. Ça doit être prévu dans le cahier des charges avec une astérisque SEO, par exemple. On peut faire remonter des notions de prix, etc. On va également vous parler de la navigation à facettes dès le départ en vous disant qu'il y a certains filtres qu'on va vouloir faire indexer ou crawler ou pas. On va vous parler de nombre de produits par rapport à ces notions de concurrence et de stratégie. Si l'intégralité des sites qui sont positionnés en top 10 sur la thématique, en l'occurrence Rolex, sont des pages qui proposent plusieurs centaines de produits et que vous arrivez avec votre page avec 3 produits, on va vous dire attention, on va avoir un problème de performance, c'est quasiment sûr. Ouais, il y a cette logique de satisfaction de l'internaute qui va être à prendre en compte également. On va optimiser les images, en tout cas vous proposer des schémas d'optimisation. On va parler de balisage schéma.org, donc de microdata. On va également parler en l'occurrence de pagination, donc quel système de pagination on met en place, etc., etc. Donc il y a tout un ensemble de choses. Et évidemment, de contenu. Quel contenu va-t-il falloir prévoir, sur quel type de page, dans quel volume? Tout ça, c'est des choses qu'on va travailler ensemble. Alors évidemment, nous, on a nos propres outils d'analyse qui nous permettent d'aller vite sur ces sujets-là et de vous faire gagner un temps assez important par rapport à l'analyse que vous auriez pu faire. Et encore une fois, on est en mode lever d'alerte. Évidemment, n'oubliez pas, Google aujourd'hui est mobile first. Demain, potentiellement, on parlera de mobile only avec les nouvelles générations. En tout cas, sachez que les créas doivent être systématiquement pensés de manière équivalente sur mobile que sur desktop, parce que c'est la version mobile qui fera foi en termes de positionnement Google. Désolé, je vais un peu vite, mais on a pas mal de choses à voir. La partie suivante, l'étape 6, c'est la partie collecte. Alors ça, c'est plus notre ressort, c'est plus notre job, mais on va quand même avoir besoin et de vous et de votre agence, et je vais vous expliquer pourquoi. La première chose, c'est qu'on doit avoir déjà, nous, collecté l'intégralité de votre site au niveau des URL. C'est-à-dire qu'on va utiliser tous les outils dont on dispose, tous les outils SEO, pour récupérer toutes les URL qui sont positionnées sur Google, toutes les URL qui font de l'audience, toutes les URL qui sont crawlées par Google mais qui font ou pas de l'audience. Et on va vous créer une cartographie SEO de tout ça, notamment en prenant des éléments que beaucoup de gens oublient. C'est-à-dire quels sont les paramètres qui vont être bloqués au crawl dans le robot.txt. Quelles sont les anciennes versions du site que vous aviez mises en place et qui ont déjà des redirections actives. Toutes ces notions-là, on va les récupérer. Quelle est la liste des domaines que vous utilisez? Par exemple, en termes de pointage DNS, pour nous, ça peut être important. Donc tout ça, on va récupérer et on va discuter avec votre agence pour savoir quelles sont les possibilités à terme de redirection automatique, d'automatisation du process. Je prends un exemple, vous avez un listing produit avec des ID produits dans l'URL. Nous, on va demander à votre agence que ces ID soient d'une manière ou d'une autre récupérés et matchés avec les futurs nouveaux ID pour être sûr que cette partie-là va être gérée automatiquement. Vous avez un catalogue A, un catalogue B. Le match il peut être fait dynamiquement par votre agence au moment de l'import produit. On gère ça de cette manière-là et on ne va surtout pas s'amuser à faire des redirections A vers B à la main sur plusieurs dizaines de milliers de produits. Parce que ce serait chronophage et que d'une part ça vous coûterait trop cher et puis nous on va aller se pendre si on fait ça. Donc on évite. Toute cette partie-là, elle est conditionnée aussi par les niveaux de faisabilité. Parfois l'agence va nous dire on ne sait pas trop si on pourra respecter le format d'URL que tu nous recommandes. Oui, mais ça peut poser problème quand même. Si on ne sait pas si on pourra le faire, ça veut dire qu'on ne peut pas prévoir. Nous, le client, on va lui demander de nous donner ses recommandations quand il va changer réellement des contenus. Il va nous dire cette partie-là, j'en veux plus, j'accepte de sacrifier mes 2% de trafic que ça engendre et je vais le rediriger vers telle partie. Donc, est-ce que ça va pour vous? Et nous, on va dire ouais, ok, c'est bon, ça correspond en termes de contenu. Donc, on fait ce matching-là. Donc, il y a une notion d'aller-retour avec le client et avec l'agence. Avec le client sur la partie purement contenu, métier, parce que c'est vous qui connaissez le mieux finalement votre site et vos métiers. Avec l'agence pour être sûr que techniquement, on peut gagner du temps sur l'automatisation et sur la partie dynamique. Ce qu'on voit souvent, nous, quand on récupère des refontes en mode a posteriori, c'est que les collectes, elles sont incomplètes. Souvent, il y a des SEO qui vous disent on va récupérer les top 100 URL, top 1000 et tout le reste, on redirige vers la homepage. Ça, généralement, ça pose des problèmes et derrière, toutes les redirections massives vers une homepage, tout simplement, Google il va mettre des mois à les suivre et du coup, en attendant, vous allez soit ne pas être positionné, soit et généralement perdre de l'audience. Une fois que cette partie-là elle est faite, on a une bonne cartographie du site.
généralement, l'agence part sur des développements. Et ces développements, nous, on va s'assurer qu'on les recette de manière complète. C'est-à-dire qu'on a des grilles de critères techniques. On va passer le site au crible de tout ça à chaque étape. Site de dev, site de recette, site de pré-prod. À chacun de ces environnements de recettes, on va dire finalisés, nous, on va appliquer tout un ensemble de critères et on va regarder finalement si les guidelines qu'on a fournis ont été respectés. Pour ça, il nous faut un minimum des URL stables, il nous faut encore une fois du temps. Donc nous, on demande généralement entre 10 à 15 jours pour faire ça, sachant qu'on parle de process qui ont pu durer plusieurs mois. Donc on est souvent pris par le temps en fait quand on est SEO, parce que on a l'information trop tard, parce qu'on n'est pas intégré dans le planning que vous fournit votre agence, parce que les Gantt ils prévoient un jour pour le SEO en fin de process, alors que ça peut être fait en même temps, si on communique bien. Et tout est lié à ça finalement. Donc attention, on voit aussi souvent, au-delà de cette gestion last minute, on voit aussi des régressions parfois. C'est-à-dire que nous, on va valider un environnement de dev et puis sur l'environnement de pré-prod, tous les éléments qu'on avait validés comme OK, ils sont plus bons. Et ça peut poser des gros problèmes parfois. Donc nous, on a nos process à nous qui nous permettent de dire, voilà, on a tout rechecké, pas de problème, c'est toujours bon. Mais si c'est pas fait, potentiellement, un truc qui a été vérifié à un moment donné sera plus bon. Petit fail très classique qui peut là encore paraître un peu basique, mais si on bloque l'indexation, on le fait correctement. On s'assure que Google ne puisse pas visiter votre site de pré-prod, votre site de recette. Et ça se passe avec une protection serveur, login, mot de passe, et pas avec un robot.txt ou je ne sais quel reco. Même si on peut le faire, mais après, il faut juste penser à l'enlever. Mais en tout cas, la vraie manière de faire, c'est de bloquer ça tout le temps. Et tout le temps. Ça veut dire que parfois, j'ai des agences qui me disent là, on va tester le process de paiement, donc on doit désactiver le login mot de passe. Ok, mais Google, il ne va pas attendre. En fait, il va passer direct dessus, il va indexer tout ça, et ça va être sale. Donc, autant faire en sorte que ce soit fait tout le temps. On peut bosser aussi avec des autorisations d'IP pour être sûr qu'il n'y a que les IP de l'agence qui puissent passer et pas celles de Google. Et ça, c'est pas très compliqué à mettre en place dans l'absolu. L'étape 8, c'est le transfert des redirections. Donc là, on a notre collecte. On va mettre en place tout simplement ce qui avait été prévu dès le départ. Ça, c'est des choses qui ont été conditionnées par ma réunion de kick-off au départ. L'agence a dit « Ok, les redirections, on va fonctionner comme ci, comme ça. Les schémas dynamiques qu'on va mettre en place sont ceux-ci. On s'en occupe à telle date. » Et à ce moment-là, normalement, si tout a été fait au moment du kick-off, ça roule en fait. Il n'y a pas de problème. Sauf que souvent ce qu'on voit, c'est voilà les gars, on a fini le site, vous pouvez faire vos redirections. Et à la réunion de kick-off, on avait dit que c'était l'agence qui faisait un script, etc. Ah non, ça on oublie, on va vous donner un hashtag access, vous allez tout bourrer dedans. Oui, mais non, c'est pas comme ça que ça marche. Déjà, en termes de performance, vous allez dégrader vos perfs. Et en plus, parfois, on est face à des limitations de volume, c'est-à-dire que là où on a prévu plusieurs centaines ou plusieurs milliers de redirections, on ne va pas pouvoir mettre en place tout ça parce qu'il y a des restrictions au niveau du serveur, ou de la techno, ou de la solution. Donc attention à ça. Là encore, les erreurs, les régressions, etc., c'est vraiment à ce stade-là qu'on a un worst of. Les redirections qui sont mises en place, puis à la mise en prod qui saute, des choses comme ça, c'est très régulier. Donc nous, on recommande de tester tout ça en pré-prod, et on ne passe pas en prod, donc on n'a pas ce 100%, toutes les redirections sont en place, toutes les conditions sont bonnes, on y va. Une question que j'ai souvent, c'est celle-ci. Est-ce que quelqu'un a la réponse à cette question? Forever, toujours. Si vous mettez en place des redirections dans le cadre d'une refonte, et c'est pour ça qu'on récupère les redirections de la refonte précédente, c'est qu'on doit les garder pour toujours, parce que à partir du moment où vous laissez une erreur ou un trou dans la raquette, Google crawl régulièrement son propre index, donc du coup, potentiellement, il peut vous réindexer des pages en 404 ou des choses comme ça. L'avant-dernière étape, c'est l'étape des optimisations. Donc ça, c'est un job SEO généralement qu'on contribue soit manuellement, soit dynamiquement. Là encore, c'est la même chose que pour les redirections. On peut anticiper tout un ensemble de choses au moment du kick-off. Les optimisations de title, métadescription, les schémas.org, etc. Tout ça, ça peut être fait notamment au moment de l'import produit ou de l'import de contenu. C'est des choses qu'on peut même intégrer dans des PIM parfois. Donc voilà, il y a tout un ensemble de choses qu'on peut prévoir dès le départ. Attention, là encore, tout changement radical d'optimisation à ce stade-là nous sort de la logique « je conserve, je maintiens ». Donc on va éviter, nous, de prendre des risques pour s'assurer de maintenir, puis après on fera des modifications d'optimisation supplémentaires ou des ajouts de contenu pour aller performer au-delà de ça. Souvent, les blocages qu'on a sont des blocages. Nous, on a des problèmes avec l'agence qui n'a pas implémenté des recos, l'agence a des problèmes avec le client qui n'a pas intégré ses contenus, et on se mord la queue comme ça pendant des heures, et ça retarde les mises en ligne. Voilà, donc ça, c'est des choses assez courantes.
Donc il faut ainsi de contribuer. Et voilà, on arrive au Go Live, on arrive au D-Day et on va mettre en ligne. Normalement, si les 9 étapes précédentes ont été faites, il n'y a pas de stress en fait. On n'a pas besoin de passer des nuits blanches là-dessus si tout va bien. Pour autant, ce qu'on voit souvent, c'est qu'on a des problématiques. On a quand même besoin, nous, de vérifier tout un ensemble de choses. On va recrawler les redirections, on va retester, rechecker notre checklist technique et nous assurer que tout est bon. Évidemment, il y a des mises en ligne qui parfois sont faites en dépit du bon sens. À la réunion de kick-off, on avait dit au 31 mars, on met en ligne. Le SEO n'est pas fait, les contenus ne sont pas contribués, on s'en fout, on met en ligne. Ok, là, c'est même plus de l'analyse de risque. Là, c'est attacher la corde à l'arbre et puis c'est parti. Donc, on ne met jamais en ligne un vendredi, une veille de départ en week-end, férié, départ en vacances. J'ai vu une mise en ligne un 31 décembre parce que l'hébergement se finalisait au 31 décembre et qu'on ne voulait pas payer plus. Vous vous marrez, mais ça se trouve, c'est vous demain qui allez faire ça. Donc, vous ne marrez pas trop. C'est tous les jours des comme ça. Donc, voilà, des mises en ligne avant les soldes, avant la saison, etc. Donc, les urgences. Voilà, attention, mettre en ligne avant une période forte, c'est rarement une très bonne idée, surtout si c'est fait dans l'urgence et qu'on vous met des alertes. Après, c'est à vous de voir, vous nous payez pour qu'on fasse du consulting, on vous donne des conseils. Maintenant, si vous ne les respectez pas, j'ai envie de dire que c'est comme le garagiste, quoi, c'est pareil. Ça finit dans le ravin. Donc attention. Petite slide de récap qui vous récapitule l'intégralité de ces étapes avec les différents rôles. Ça, c'est des slides de process qu'on vous montre quand on démarre un kick-off, justement. C'est des choses qu'on voit dès le départ et qui nous permettent de cadrer l'ensemble des choses par écrit, savoir qui va faire quoi, à quel moment. Et derrière, on va se calquer finalement sur les process. On nous demande souvent est-ce que vous êtes capable de bosser en agile ou je ne sais quoi. Oui, très bien. De toute façon, c'est le process de l'agence. Donc nous, on va se calquer dessus et on fera nos recos au moment où vous nous fournissez les éléments dont on a parlé. Après, il n'y a aucun problème. C'est pas nous qui allons driver l'intégralité de la refonte puisque les designs, les specs fonctionnels, etc., c'est pas nous qui allons les produire. Donc nous, on vient se greffer et on vient valider les étapes d'un point de vue SEO à chaque étape. Et après tout ça, finalement, est-ce que c'est la fin de la route ? Non, c'est le début, parce qu'à ce stade-là, si tout s'est déroulé au mieux, normalement, on peut aller chercher la perf, on peut aller chercher le trafic incrémental avec une strate de contenu efficace. Dans les cas les plus efficaces, on a déjà fait ça pendant la refonte pour proposer en plus des contenus existants du surplus. On verra un exemple après. Mais voilà, à ce moment-là, on va lancer du linking tactique, on va continuer le suivi technique et les correctifs parce que les 404, ça va, ça vient, et c'est des choses à suivre au quotidien. Alors du coup, la question qu'il faut vous poser aujourd'hui, c'est vous êtes qui ? Et vous êtes à quelle étape finalement ? Et à chaque étape, dans tous les cas, on pourra trouver des solutions qui seront plus ou moins rapides à avoir de l'efficacité, mais en tout cas, on peut vous apporter du conseil. Est-ce que vous êtes plutôt en mode sauvetage ? Est-ce que vous avez refondu il y a 2 semaines et vous vous dites hop, il se passe un truc bizarre, les commandes, ça n'arrive pas comme avant ? Dans ce cas-là, ça c'est un exemple de site institutionnel où il y a un certain nombre d'étapes qui n'ont pas été respectées. On voit le nombre de positionnements qui a chuté, et puis pendant 1 an, finalement, ils ont ramé à récupérer un niveau de positionnement qui soit à peine équivalent à ce qu'ils avaient précédemment. Pas de transfert des optimisations, pas de redirection, pas de recettes, etc. etc. Donc là, nous, on arrive en mode sauvetage, on reprend de A à Z, on fait une sorte de reverse engineering de tout ce qui a été fait ou surtout qui n'a pas été fait, et on le fait a posteriori avec, évidemment, le problème, c'est que ça met plus de temps forcément à avoir de l'impact. Est-ce que vous êtes plutôt en mode c'est bon, j'ai déjà eu une reco SEO, je sais comment ça marche, je vais le faire tout seul. Là, ça c'est un cas concret d'un de nos clients, d'un de nos anciens clients malheureusement, qui a décidé finalement de partir à un moment donné en mode on va faire gérer ça par le UK, donc le Royaume-Uni qui était le siège. Et puis on va changer de nom de domaine et puis tout va bien aller, mais on n'a pas besoin de votre accompagnement SEO, c'est géré au niveau du groupe. Voilà, ça c'est un truc qui est sorti sur Twitter il y a quelques semaines. Je ne cite pas les sources, mais voilà, c'est assez massif en fait. On parle d'un truc qui passe de la super performance à la catastrophe ultime. Donc un beau gâchis malheureusement et sur lequel on aurait bien aimé pouvoir faire quelque chose. Après, il y a la partie, cette partie-là, ok, j'accepte qu'il y aura une déperdition. À vous de voir dans quelle mesure vous l'assumez ou pas. Dans certains cas, on peut très bien se dire qu'on assume de supprimer tel volume d'audience parce que ça correspond à un produit ou à un service que vous ne faites plus. Donc dans ce cas-là, on l'assume ou pas. Là, en l'occurrence, c'est un client e-tourisme qui a perdu 46% d'audience SEO parce que pas de refonte de l'arbo, des recos techniques pas suivis. Encore une fois, nous, on arrive en conseil, on a des gens qui doivent appliquer nos recommandations. Si ce n'est pas fait, forcément, à un moment donné, il va y avoir des problèmes, sachant que là, en plus, c'est un cas avec des régressions. Donc des redirections qui ont été supprimées intégralement pendant 15 jours. Ça pose problème.
Donc on voit que par contre pour rattraper les dégâts, c'est long. Plus les positionnements étaient efficaces avant, plus le risque est grand que vous puissiez jamais remonter. Parce que les concurrents, eux, ils n'attendent pas forcément. Et puis après, on commence à rentrer dans le positif. Si on a respecté toutes les guidelines, qu'on a suivi l'intégralité du process, on arrive à une refonte qui, en termes de positionnement, est flat. Voilà, pas de problème, on est dans la maintenance. Et puis, petit bonus, sur les dernières semaines d'analyse qu'on montre ici, on a une petite progression d'une douzaine de pourcents en termes de sessions SEO. Voilà, ça c'est le cas, typiquement, dont je parlais tout à l'heure quand je parlais des recettes de cuisine qui ont fait l'objet d'un compromis, d'une discussion tripartite et qui ont engendré ce type de résultat. Et après, le cas vraiment parfait, le cas idéal, c'est le cas où, en plus de suivre l'intégralité du process, on a également rajouté des contenus. Donc là, on arrive sur de la performance assez importante, avec des résultats significatifs en termes de positionnement, d'audience et de business derrière. Donc au final, le timing, c'est vraiment la clé. Si vous en êtes au nouveau site des gens en ligne, attention, il y a vraiment danger. Si vous êtes en mode, on est au cahier des charges, on entame le projet de refonte, c'est le bon moment pour se voir, c'est le bon moment pour parler de SEO et de nous solliciter pour qu'on vous aide. À chaque étape, évidemment, le niveau de risque, il grandit et vous prenez les risques dont on a parlé juste avant. Un petit musée des horreurs de mon worst stuff. Il y a un certain nombre dont je vous ai déjà parlé, mais voilà, refondu le site le mois dernier, est-ce que vous pouvez faire le SEO? Alors ça, c'est une croyance assez globale. On fait le SEO une fois que tout est fait, mais ça, c'était en 2002, ça, et encore. Donc, ça n'existe plus, c'est plus possible, ça ne marche pas. Aujourd'hui, le SEO doit être intégré dans tous les process de décision du digital pour être sûr qu'on fait une erreur à aucun moment. Nous, on a des clients qui travaillent avec nous juste en mode assurance tout risque. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcément besoin du suivi, de l'accompagnement, ils ont juste besoin que, quand ils font un truc, ils ont besoin d'un regard SEO, ils nous envoient un mail, on check, et on est sur un créditant de cette manière-là. Ça peut arriver. Au fait, on passe en prod demain, alors que ça fait 3 mois que je te relance et que j'ai aucune nouvelle. Ça, c'est pareil, c'est des choses, ça paraît incroyable, mais c'est tous les jours. Et je ne vous mens pas, c'est tous les jours. Donc attention, ces choses-là, ça paraît évident, mais quand vous êtes dans le quotidien, vous n'avez pas que le SEO à gérer, vous avez plein d'autres problématiques, quel que soit votre poste, et si vous êtes, plus vous êtes à un poste, on va dire, généraliste, plus c'est vrai. Donc le responsable communication, le responsable marketing, il n'a pas forcément le temps de gérer tous les aspects SEO, et ce genre de choses, ça arrive régulièrement. Voilà, j'espère que je ne vous ai pas trop fait peur, j'espère que vous avez compris qu'avec un accompagnement adapté, on peut avoir de bons résultats. Je finis sur 2 choses, après je vous laisserai un petit temps de questions si vous voulez. On a 2 livres blancs qui sont à dispo, celui pour rater votre fonte, qui ressemble un peu à ce que je viens de vous dire, et celui pour réussir votre fonte, qui est également sur la partie organisationnelle, process. On a tout un ensemble d'autres livres blancs, avec notamment des experts qui vont parler aujourd'hui. Il y a Jawida qui parle juste après, sur la partie médias payants, Facebook, Google Ads. Et cet après-midi, il y a Cédric qui va vous parler de conversion, de comment on passe des stats à la conversion. Donc c'est des choses assez intéressantes sur lesquelles on travaille et qui peuvent vous amener du résultat incrémental également. Voilà, tout ça c'est à dispo. On a tout plein d'experts et de consultants qui sont à votre dispo toute la journée pour discuter de vos problématiques et de vos projets. Petit message également personnel, comme je vous le disais, je suis responsable du pôle SEO, je cherche 4 consultants SEO, s'il y a des gens que ça intéresse, je recrute tout de suite, demain, pour lundi. Voilà, je vous remercie, si vous avez des questions, n'hésitez pas.